Bonjour, on commence la section 4.3 avec le cours 19. Alors, on va introduire ce matin, peut-être pas le matin pour vous, là, la quantité de mouvement. Donc, je ne crois pas que vous ayez vraiment entendu parler de ce paramètre-là avant. La quantité de mouvement, c'est dérivé, c'est la traduction du mot momentum qui est utilisé en anglais. Mais je crois que dans la vie courante, momentum est un mot qu'on entend plus souvent. Alors là, si vous voulez suivre, on est à la page 39 dans les notes de cours. Donc, la quantité de mouvement, le symbole qu'on utilise, c'est P minuscule. La quantité de mouvement correspond au produit de la masse fois la vitesse d'un objet. Donc, à distinguer ici là, de la puissance, parce qu'on est dans une section où il y a la P pour la puissance aussi, ou qui peut être utilisée pour le poids. Mais la quantité de mouvement a une distinction, c'est que c'est un P minuscule. Aussi, la quantité de mouvement est vectorielle. Donc, on le voit dans la définition ici, elle a la même direction que la vitesse de l'objet. Les unités, il n'y a pas d'unité spéciale pour la quantité de mouvement, c'est-à-dire que quand on se réfère à sa définition, on voit les unités. Donc, on multiplie une masse, donc des kilogrammes, par une vitesse des mètres par seconde. Donc, l'unité kilogramme-mètre par seconde. Alors, attention, comme j'ai dit, la quantité de mouvement, c'est un vecteur. Donc, quand on va faire des exercices et des calculs avec ça, en général, on va devoir, si le moindrement qu'il y a une opération mathématique à faire, travailler en composantes. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas fait, donc il faudra se rappeler de revenir aux composantes X et Y. On va montrer tantôt là, comment on utilise la quantité de mouvement et dans quel contexte. Parallèlement à la quantité de mouvement, il y a aussi une autre quantité qu'on va introduire ce matin, aujourd'hui, c'est l'impulsion. L'impulsion, comme symbole I majuscule, est aussi vectorielle parce que l'impulsion correspond à la variation de la quantité de mouvement. Donc, on parle ici de la quantité de mouvement finale moins la quantité de mouvement initial. En général, quand on parle de variation puis de quantité de mouvement, on utilise cette quantité-là lorsqu'on examine des collisions. Je dis des collisions, mais en fait, on va aussi parler de temps en temps d'explosion dans le cadre du cours. Il faut comprendre que là, on parle d'une explosion dans le sens où c'est le contraire d'une collision. Comme une collision, on peut voir ça par exemple comme des morceaux distincts qui vont temporairement s'assembler. Alors, une explosion, c'est l'inverse, c'est un tout qui va se séparer. Mais on ne parlera pas d'explosion, là, disons, avec des flammes et tout, là, c'est vraiment juste comme, par exemple, un type d'explosion, ça peut être une balle lorsqu'elle est tirée par un fusil. Donc, on a l'ensemble de la balle et du fusil initialement. Puis, ces deux objets-là, c'était un tout, mais ça se sépare. Donc, on dirait qu'on parle à ce moment-là d'une explosion. Donc, lorsqu'on parle de la valeur d'impulsion ou de quantité de mouvement initial ou final, on parle de juste avant la collision, juste après la collision, ou juste avant l'explosion, juste après l'explosion. Alors, maintenant, je veux aussi établir une autre façon de calculer l'impulsion. Donc, on sait que c'est égal par définition à la variation de la quantité de mouvement. Si j'écris la relation, dans le fond, l'impulsion va être égale à la masse fois la vitesse finale, moins la masse fois la vitesse initiale, si par exemple, on examine une collision. Là, on va faire un parallèle avec la force, donc on va se rappeler la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces qui agissent sur un objet est égale à la masse fois l'accélération. Là-dedans, il y a l'accélération, mais on va la décortiquer pour faire un lien avec la vitesse qu'on retrouve dans l'équation d'impulsion. Alors, rappelez-vous que la définition de l'accélération, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale sur l'intervalle de temps. Ici, on va s'intéresser au cas là, où la force est présumée constante pendant la collision. Je vais en reparler tantôt du cas où on constate que la force n'est pas constante, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on insère l'accélération, sa définition, dans la deuxième loi de Newton, on va avoir la masse qui multiplie donc la définition de l'accélération, on va distribuer la masse. Alors, on va se retrouver avec m fois v final moins m fois v initial. Mais on reconnaît là-dedans la relation qui définit l'impulsion. Donc, on va aller déplacer, dans le fond, multiplier par delta t de chaque côté, ce qui amène le delta t à gauche. On obtient donc une nouvelle façon ici de calculer l'impulsion.
Donc, l'impulsion reste toujours égale à la variation de la quantité de mouvement. C'est ce qu'on voit à droite du égal. Mais c'est aussi égal à la force résultante qui agit sur un objet pendant la collision fois la durée de la collision. Okay? Si on présume que la force est constante pendant la collision. Donc ça va être vrai si on parle d'un, vrai, plus ou moins vrai, là, mais une collision, il faut comprendre qu'on parle d'une force qui va avoir une forme un peu comme, la force va très abruptement augmenter puis ensuite diminuer. Mais si on s'en tient un intervalle de temps extrêmement court, disons au moment où la force est maximale, on peut dire que pendant cet intervalle de temps-là, la force est constante. OK? Donc, on va voir un peu plus tard là, comment on utilise ça dans des exercices et des exemples. Mais retenez donc qu'il y a deux façons de calculer l'impulsion. Puis que l'impulsion, si retenez que c'est vectoriel. Donc, si on veut, on travaille en deux dimensions, ben il faut calculer l'impulsion séparément sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Maintenant, ce qui se passe, donc, je disais, là, je décrivais un peu pendant une collision, c'est que le paramètre de force dans la direction, ici, l'axe selon lequel se produit la collision, là, disons que c'est une collision à l'horizontale ici pour le graphique qui est là, bien, on a une augmentation abrupte de la force, puis une diminution ensuite abrupte aussi. Fait que ça forme une espèce de pic. Donc, si on n'a pas un intervalle de temps qui est tout petit, bien, clairement, la force n'est pas constante. Alors, il y a moyen quand même de calculer l'impulsion ou la variation de quantité de mouvement sur l'objet à mesure, pendant la collision, là, qu'il a subi cette force-là qui a été croissante et décroissante. C'est encore une fois, si on retourne à la définition qu'on a trouvée, faut faire la force fois le paramètre de temps. Donc, ça revient ici à faire un calcul de l'air sous la fonction de la force dans la direction de la collision fois la durée de la collision. Là. Donc, l'air sous la fonction de force par rapport au temps. Ici, bien sûr, comme on n'a pas une R qui est facile à calculer, on ne le fera pas dans le cadre du cours de mécanique. Lorsqu'on fait normalement le Labo 9 en laboratoire, il y a moyen d'utiliser Capstone pour aller nous chercher l'air sous la courbe d'une forme quelconque. Donc, on aurait pu aller calculer l'impulsion à ce moment-là, mais comme on ne fera pas cette partie-là du laboratoire, ben c'est pas vraiment quelque chose qui va vous servir pour les exercices. C'est plutôt la relation qu'on a vue à la page précédente là, que vous allez utiliser, mais juste pour que vous voyez que ce serait une autre façon d'aller calculer l'impulsion. Si la force n'était pas constante, on n'est pas limité à une force constante. Aussi, à distinguer que on a déjà, ça peut être mélangeant, on a déjà vu que si on faisait l'air sous la courbe de la force dans la direction d'un mouvement par rapport à la position de l'objet, ce qu'on obtenait, c'était le travail en joules. Donc, ça peut se ressembler, là, ces deux calculs-là. C'est l'axe horizontal ici qui diffère. Maintenant, lorsqu'on parle de collision, il faut comprendre que la très grande majorité des collisions dans la vie courante autour de nous, l'énergie n'est pas conservée. Pourquoi? C'est que dès qu'il y a un bruit, une déformation des matériaux, ça engendre les molécules qui ont bougé, vibré, donc ça dégage de la chaleur, ça fait perdre de l'énergie à un système. OK? Fait que là, la question qu'on se pose, c'est que si on veut analyser une collision, disons qu'on connaît les vitesses initiales à laquelle deux voitures vont se percuter, comment savoir si, par exemple, ensuite, suite à la collision, là, elles vont ensuite comme un peu rebondir là, dans des directions différentes avec une vitesse résiduelle. Si on voulait calculer cette vitesse finale-là de la collision, comment on ferait si on ne peut pas savoir la quantité d'énergie qui est perdue? Clairement, dans une collision entre deux voitures, on voit très bien la déformation des matériaux, donc il y a beaucoup d'énergie perdue. Puis on pourrait même pas idéaliser là, cette situation-là, c'est-à-dire on pourrait prendre les mêmes deux véhicules, refaire la collision dans des paramètres là, vraiment similaires, là, ils arrivent exactement selon le même angle, ils percutent le même point sur la tôle, mais la tôle va quand même jamais se déformer de façon exactement identique. Donc cette quantité d'énergie-là qui est perdue, on ne sait pas, elle correspond à quoi dans la plupart des scénarios. Donc, c'est là que la quantité de mouvement va devenir utile. Donc, on va regarder ici une collision entre deux véhicules. Les véhicules A et B. Là, ici, j'ai représenté la force d'impact sur chacun des véhicules.
dans le fond, chacun des véhicules, là, disons qu'ici, c'est au moment là, où est-ce que la force atteint son pic. OK? Donc, on a la force faite par la voiture B sur la voiture A. OK? Donc, c'est une normale ici qui agit perpendiculairement à la surface ici où il y a lieu la collision, puis globalement là, dans la direction de la voiture A. Ensuite, la force faite par la voiture A sur la voiture B est de sens contraire, mais de même intensité. On sait ça parce qu'on connaît la troisième loi de Newton qui nous indique cette propriété-là. Donc, on peut écrire la relation que la force faite par la voiture A sur la voiture B est un vecteur de sens contraire de la force faite par la voiture B sur la voiture A. Donc, on écrit ça mathématiquement comme ceci. Maintenant, on va aller multiplier par la durée de la collision pendant laquelle la force est constante. Okay? Donc, le sommet là, du pic de force. Donc, ici, on va avoir la même relation, mais avec un delta T de chaque côté là, qui vient faire un produit. Donc là, comme on parle d'une collision qui est simultanée là, entre les deux véhicules, le delta T est identique pour les deux véhicules. L'impact est de même durée. Donc, on en déduit que ce qu'on voit ici à gauche du égal, c'est l'impulsion que subit la voiture A. Puis ensuite, à droite du égal, c'est l'impulsion que subit la voiture B. Donc, c'est de sens contraire, mais de même intensité. OK. Alors, on a vu tantôt que la force résultante ici, là, sur un objet qui subit une collision fois le temps écoulé pendant la collision, ça correspond à l'impulsion. Mais l'impulsion, c'est la variation de la quantité de mouvement. Donc, ici, j'ai juste réécrit la relation qu'on a trouvée par rapport à la variation de la quantité de mouvement. On remarque donc que la variation de la quantité de mouvement sur la voiture A est de signe contraire, mais de même grandeur que la variation de la quantité de mouvement sur la voiture B. J'ai dit de signe contraire, mais ici, on devrait vraiment préciser de sens contraire, OK, parce que c'est des vecteurs. Alors là, on en déduit que si on additionne la variation de la quantité de mouvement pour les deux constituants de la collision, bien, ça va nous donner 0. C'est ça la conclusion importante ici. OK? La quantité de mouvement totale ici, on avait deux objets qui entrent en collision, mais ça pourrait bien être 3, là, OK? Ou plus. Donc, la quantité de mouvement totale sur un système pendant une collision est 0. Donc, autrement dit, la quantité de mouvement totale est conservée. Puis ça va être ce qui va nous permettre d'aller calculer, par exemple, les vitesses finales suite à une collision. Ou, à partir des vitesses finales, déduire à quelle vitesse initiale roulaient des voitures. OK? Donc, c'est une propriété qui s'applique à toutes les collisions parce que dès qu'il y a un contact entre les constituants de la collision, bien, la troisième loi de Newton s'applique et c'est une application directe de la troisième loi de Newton. Ça s'applique également à tous les scénarios d'explosion qu'on va voir parce que, dans le fond, on considère ici simplement que chronologiquement, l'explosion se passe à l'envers, c'est-à-dire c'est des pièces ou des morceaux séparés qui s'assemblent. Donc, c'est le même principe qu'une collision. OK. Donc, ça, c'est, si on écrit ça là, en équation, ça donne ceci. La conservation de la quantité de mouvement. Donc, pendant une collision, donc, entre parenthèses, j'englobe là-dedans les explosions. La quantité de mouvement totale initiale, donc, va être égale à la quantité de mouvement totale finale. Mais comme c'est vectoriel, ben, si ça se passe en plus d'une dimension, on va devoir vraiment séparer cette équation-là selon les x et selon les y. Si ça se passe en une dimension, ben, il faut quand même penser qu'il s'agit de composantes. Donc, le signe est important. Dans les quantités de mouvement, le sens de la vitesse, c'est lié à la composante de la vitesse. Là, donc, le signe, il faut en tenir compte. Alors, ça donne ceci ici. Donc, la masse de... J'aurais dû préciser, en fait, masse de l'objet 1 fois la vitesse de l'objet 1 en x, plus masse de l'objet 2 fois la vitesse de l'objet 2 en x, plus 3 petits points parce qu'il pourrait y avoir plus que deux objets. Ça va être égal à masse de l'objet 1 fois sa vitesse finale en x, plus masse fois l'objet 2 fois sa vitesse finale en x, etc. Remarquez qu'ici, pour ne pas avoir trop d'indices au dénominateur, j'ai pris un autre symbolisme qu'on retrouve un peu partout pour indiquer que c'est une vitesse finale, on met un prime, OK? Donc, ou une espèce d'apostrophe là, sur les vitesses, les paramètres finaux.
Donc, la même relation s'applique selon la direction Y. Alors maintenant, on va aller dans votre document. Non, c'est pas vrai. Je pensais qu'on arrivait au labo 9. On va reparler 2 secondes des explosions. Ici, je vous montre par exemple un canon là, qui projette un boulet. OK? Donc, ici, la quantité de mouvement initiale, ben, c'était 0. Hein, quand un objet, à moins que le canon ait été lui-même en mouvement, peut-être qu'il se trouverait sur un bateau, disons. Mais s'il est sur le sol, la terre ferme, on considère qu'il était immobile, ben, au départ, le boulet de canon et le canon étaient immobiles. Fait que, de façon générale, pour des explosions où est-ce que les objets qui explosent sont au départ immobiles, on peut dire que leur quantité de mouvement est nulle initialement. Puis ça doit être égal à la quantité de mouvement totale finale. Fait que ça veut dire que il faut que, si on a par exemple 2 objets qui se séparent, il va falloir que leur vitesse soit simplement de signe contraire parce que sinon, il est impossible que le total donne 0. C'est pour ça ici que j'ai montré un peu sur l'animation que le canon, vous avez vu, il a un peu reculé. Parce qu'il fallait qu'il aille à une vitesse vers l'arrière qui est négative si on considère la vitesse du boulet qui est positive. Il y a moyen d'empêcher ça si on fixe fermement le canon au sol là, avec des gros boulons. Mais dans le fond, c'est quelque chose sinon qui est présent, là, ce qu'on appelle la vitesse de recul. C'est la même chose si quelqu'un va à la chasse, un chasseur, il tire avec sa carabine, il doit bien accoter sa carabine sur son épaule parce que sinon la carabine va reculer et peut blesser le chasseur là, en frappant son épaule. OK, mais bref, donc c'est juste un petit à côté pour les explosions, mais c'est pas une loi différente, là, c'est celle qu'on vient de voir là, pour toutes les collisions en général. OK, on doit aussi présenter, avant de regarder le laboratoire, les types de collisions. Donc, on va parler de 3 types de collisions, mais en fait, il y a 2 grands types, puis après ça, il y a une sous-catégorie. Donc, premièrement, on va distinguer collision élastique de collision inélastique. Alors, une collision élastique, là, sa particularité, c'est que l'énergie est conservée. Donc, comme j'ai mentionné, la plupart des collisions ne sont pas élastiques. Mais il existe là, des collisions qui sont élastiques ou presque. On peut penser, par exemple, à une collision entre, je ne sais pas moi, 2 électrons. Donc, ils se repoussent avec leur charge négative. S'ils s'approchent à grande vitesse, ils vont quand même avoir une interaction magnétique avant de se repousser. OK? Fait que, bon, c'est plus dans le cadre du cours d'électricité, mais en gros, c'est que ça serait une collision où est-ce qu'il n'y a pas de perte d'énergie parce qu'il n'y a pas eu de contact. Dans la vie courante, ce qui ressemble le plus à des collisions élastiques, là, je pourrais dire, c'est des collisions avec des balles de billard. Bon, bien sûr, il y a un son là, quand des balles de billard se frappent, mais le matériau est tellement dur et rigide qu'il y a très peu de déformation. Donc, ça fait en sorte qu'il y a très peu de perte d'énergie. Fait que ça ressemble à une collision élastique. On pourrait approximer, disons, que c'est une collision élastique. Fait que ça, c'est ce qui qualifie les collisions élastiques. L'énergie est conservée. Quand on parle d'énergie, on dit par exemple, si on regarde les énergies cinétiques juste avant la collision des 2 balles de billard, puis on en fait la somme, le total, bien, ça devrait donner le même total que les énergies cinétiques, environ le même total là, que les énergies cinétiques des 2 balles de billard suite à la collision. Mais bien sûr, comme il y a un peu de perte d'énergie, on peut présumer qu'il y aurait quand même une légère baisse au niveau de l'énergie. Autre chose ici, collision, ben, l'autre catégorie, c'est la catégorie la plus vaste, c'est collision inélastique. Donc, la distinction, c'est simplement que là, l'énergie n'est pas conservée. Remarquez là que pour tous les types de collisions, la quantité de mouvement est conservée. Je l'ai écrit là, mais j'aurais comme c'est sous-entendu là, tous les types de collisions, on peut toujours appliquer l'équation de conservation de la quantité de mouvement. OK? Donc, parmi les collisions inélastiques, bien là, on en a vu tantôt, là, si 2 voitures se frappent, c'est certainement une collision inélastique. Il y a clairement déformation des matériaux, etc. Une chose qui est peut-être moins évidente, là, c'est quand on lance une balle puis elle rebondit. Si on filmait là, avec une caméra très haute vitesse une balle qui arrive sur le sol puis qu'ensuite rebondit, bien, si la balle a rebondi, c'est nécessairement parce qu'elle s'est aplatie, puis après ça, elle a repris sa forme. Donc, elle s'est déformée. Puis ça fait que c'est une collision à ce moment-là qui est probablement inélastique s'il y a un rebond significatif.
Maintenant, parmi les collisions inélastiques, on a une sous-catégorie qui est les collisions parfaitement inélastiques. Donc, ça a les mêmes propriétés que les collisions inélastiques. C'est inélastique, c'est-à-dire la quantité de mouvement est conservée, bien sûr, mais aussi l'énergie n'est pas conservée. La particularité des collisions parfaitement inélastiques, c'est que les objets restent liés ensemble après la collision. OK, donc on peut penser par exemple, ici j'ai mis des exemples, deux joueurs de hockey qui restent accrochés ensemble après s'être frappés. On peut penser aussi à une personne qui saute sur une planche à roulettes. Bon, d'autres cas comme ça. OK, alors maintenant, on arrive aux pages 43 et les suivantes pour travailler un extrait de deux petites manipulations du laboratoire 9, qui était le laboratoire sur la conservation de la quantité de mouvement. Donc, on va regarder deux petites collisions en une dimension pour commencer. En fait, une collision et une explosion à partir d'une vidéo que Rémi a montée là, de deux chariots là, sur un rail. Fait que vous allez prendre en note les valeurs que Rémi va obtenir. Dans vos notes de cours, c'est à la page 43 dans le petit tableau là, pour la collision. Puis après ça, pour l'explosion, c'est le petit tableau à la page 45. Pour ce qui est des signes, c'est un petit peu mélangeant, là, comme vous allez voir qu'il y a des capteurs de mouvement, mais les capteurs de mouvement, on doit en avoir deux parce qu'il y a deux chariots qui sont présents. Mais il y a un capteur de mouvement qui donne le signe contraire de ce qu'on veut vraiment illustrer. Faites juste quand vous allez noter les vitesses prises par Rémi pour les chariots, bien, pensez à la direction dans laquelle allait le chariot. Si la direction du mouvement était vers la droite, on va prendre un axe conventionnel. Donc, vers la droite, ça va être un positif pour la valeur de vitesse qui est mesurée. Et si vous avez vu l'objet aller vers la gauche, à ce moment-là, on va lui donner une vitesse de composante négative. Donc, je vous laisse aller la vidéo, puis après ça, on se retrouve pour faire l'analyse. Je vais vous présenter aujourd'hui une activité sur les collisions. Donc, j'ai deux chariots placés sur un rail qui est à l'horizontale. C'est des chariots qui sont un peu différents de ce que vous êtes habitué d'utiliser en laboratoire. C'est des chariots intelligents, donc j'ai pas besoin de capteurs de mouvement au bout du rail pour analyser leur mouvement dans Capstone. Les chariots que j'ai ont des embouts en velcro. Donc lorsqu'ils vont rentrer en collision, ils vont rester collés ensemble. J'ai rajouté des masses sur chacun de mes deux chariots. Donc notez que la masse du chariot rouge est de 501 grammes et que la masse du chariot bleu est de 1009 grammes. Je vais placer mon chariot rouge le plus léger au centre du rail et venir donner une vitesse à mon chariot bleu qui va rentrer en collision avec le chariot rouge, et on va aller analyser à l'écran les vitesses en fonction du temps pour chacun des deux chariots. Donc, ma ligne bleue représente ma vitesse du chariot bleu et la ligne rouge la vitesse du chariot rouge. Je vais juste aller ajuster mes échelles pour les voir en détail. Donc au début, les deux chariots avaient une vitesse nulle. J'ai propulsé le chariot bleu, il a atteint une certaine vitesse. Ensuite, il y a eu impact avec le chariot rouge. Donc c'est à ce moment-là que le chariot rouge a atteint aussi une certaine vitesse. Et à ce même moment-là, le chariot bleu a diminué sa vitesse. Donc on va aller prendre des mesures des vitesses avant et après la collision pour chacun des deux chariots. Donc, avant la collision, chariot bleu, j'avais celle-ci. Donc, il faut regarder la coordonnée Y, là, le 0,552 mètres par seconde. Après la collision, le chariot bleu avait maintenant cette vitesse-là. Pour le chariot rouge, avant la collision, elle était à 0. Tout de suite après la collision, on avait celle-ci. Le signe est négatif pour le chariot bleu, c'est à cause de la manière dont il était disposé. Les deux chariots allaient dans la même direction, donc on va utiliser la valeur absolue des vitesses obtenues ici. On va aller analyser un autre type de collision. Donc j'ai les deux mêmes chariots qu'on avait tout à l'heure, excepté que je n'utiliserai pas les parties velcro, mais plutôt
le piston qui peut sortir des chariots en appuyant sur le bouton comme ça. Donc, je vais placer mes deux chariots au centre du rail. Aller appuyer sur le bouton déclencheur et mes deux chariots vont prendre une direction opposée. On va aller voir les vitesses qui sont en jeu sur nos graphiques. Voilà ce qu'on obtient. Donc au début, mes deux chariots avaient une vitesse nulle. Lorsque j'ai appuyé sur le piston, les deux ont acquis une certaine vitesse. Ensuite, elle est demeurée constante un certain temps puisque le frottement est très faible. Et ça ici, c'est lorsque je l'ai arrêté avec la main. Donc on va s'intéresser seulement à la vitesse de chacun des deux chariots tout de suite après la collision. On va aller prendre les mesures. Chariot bleu et notre chariot rouge. Encore une fois, ici, on va travailler en valeur absolue pour nos vitesses. OK, donc pour la partie A, la collision entre les deux chariots mini de velcro, voici à peu près là, ce que vous devriez avoir écrit dans votre tableau. Donc le chariot 1, selon le schéma, c'est celui qu'on voyait à gauche. J'ai gardé cette conformation-là. Donc, c'est le plus lourd, là, 1,009 kg, alors que le chariot 2 va être celui de 0,501 kg. Donc, le chariot 1, c'était le chariot bleu, si je me rappelle bien. Donc, c'est celui qui est venu frapper le chariot qui était immobile. Donc, celui-ci, le plus lourd, avait une vitesse vers la droite, donc positive de 0,552 mètres par seconde, alors que l'autre chariot ne bougeait pas. Puis tout de suite après la collision, bien, on a noté pour le chariot bleu une vitesse de 0,36 mètres par seconde, alors que pour le chariot rouge, c'était 0,363 mètres par seconde. Là, remarquez que les deux chariots étaient collés ensemble, donc techniquement, il aurait dû avoir la même vitesse finale. Alors, ce qui explique ici la petite variation au troisième chiffre significatif, c'est la précision de l'équipement, donc l'incertitude expérimentale. On va quand même garder ces valeurs-là, là, ce n'est pas une différence qui est trop grande. Donc, première question, c'est quelle est la quantité de mouvement total initial dans le système? Donc, ici, on doit inclure les deux chariots, mais il y en a un pour lequel la quantité de mouvement initial était nulle puisqu'il n'avait pas de vitesse. Donc, la quantité de mouvement, c'est la masse fois la composante de vitesse, ici, selon l'axe des X. Donc, pour le premier chariot, c'était sa masse ici fois sa vitesse en composante. Là, tout va être positif ici, mais le moindrement qu'il y avait une vitesse vers la gauche, il aurait fallu mettre un négatif. Donc, ici, on obtient que la quantité de mouvement initial total est de 0,557 kg/m par seconde. Ensuite, on demande quelle est la quantité de mouvement final total. Donc, cette fois, il n'y en a pas de terme qui est nul. Techniquement aussi, on aurait pu dire, ben c'est devenu un gros objet à la fin parce que c'était collé ensemble. On pourrait faire la masse totale fois la vitesse là, moyenne là, parce qu'on avait une incertitude expérimentale. J'ai choisi de les garder séparément, mais ça reviendra au même. Donc ici, on a le chariot de 1,009 kg fois sa composante de vitesse, plus le chariot de 0,501 kg fois sa composante de vitesse. Alors, on obtient ici la somme, en faisant la somme des deux quantités de mouvement finale, 0,545 kg/m par seconde. Alors, la question suivante, c'est quel pourcentage de quantité de mouvement est conservé? Donc, quand on veut calculer qu'est-ce qui est conservé, on va aller faire le paramètre de la valeur qu'on a à la fin, puis la comparer, donc la diviser par la valeur qu'on avait au départ. Donc ici, on prend 0,545 kg/m par seconde et on divise par 0,557 kg/m par seconde. On fait x 100 pour l'avoir en pourcentage. Puis on obtient ici 97,8% de quantité de mouvement qui est conservée. Donc, comme on avait vu dans la théorie, pour toute collision, on s'attend à ce que la quantité de mouvement soit conservée à 100%. Mais là, bien sûr, comme il y a de légères incertitudes liées à nos mesures, bien, on arrive un petit peu plus loin, mais c'est très, très proche d'une conservation parfaite. OK. Donc, ensuite, si on continue l'analyse, on a à l'étape 4, on nous demande quelle
quantité d'énergie, quelle est l'énergie cinétique initiale du système. Donc, encore une fois, comme le chariot 2 n'a pas de vitesse, il n'a pas de valeur pour l'énergie cinétique initiale. Puis, remarquez que l'énergie cinétique, c'est pas un vecteur. Ça, on y va avec la valeur absolue des grandeurs de vitesse, des vitesses. Mais de toute façon, ça serait mis au carré. Fait que ça n'aurait pas d'impact, mais c'est pas un vecteur. Donc, si on travaillait en 2 dimensions, on n'aurait pas à faire les x et les y séparément, là. OK? Ça prendrait le module de la vitesse. Fait qu'on fait le calcul ici, une demi mv carré pour la valeur de vitesse initiale et on obtient 0,154 joules au départ dans le système. Après ça, à la fin, à l'étape 5, on va additionner les énergies cinétiques des 2 voitures, des 2 chariots. Donc, voici le calcul ici avec les différentes masses et les vitesses finales. Ceci, ça nous donne les 2 énergies cinétiques finales que vous voyez ici et additionnées ensemble, on obtient 0,0984 joules. Donc là, clairement, c'est pas la même énergie qu'on avait au début. Maintenant, si on repose la même question, quel pourcentage d'énergie cinétique est conservé pendant cette collision? Alors, qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste 0,0984 joules. On divise par qu'est-ce qu'on avait au départ, 0,154 joules, et on fait fois 100. Donc, ici, on a 63,9% de l'énergie cinétique qui est conservée. Donc, c'est loin du 100%. Donc, clairement, ici, il y a eu des formations des matériaux, un peu de bruit. Donc, ça a fait en sorte que l'énergie n'est pas conservée. On pourrait répéter la collision, puis elle pourrait être légèrement différente quand même, là, la variation de l'énergie cinétique. Donc, ça dépend un peu là, de chaque collision qu'on fait, parce que ça dépend un peu comme de façon microscopique comment les matériaux vont se déformer. OK, donc dernière question pour cette partie d'analyse-là. Est-ce que la quantité de mouvement est conservée? On a constaté que oui, on a un écart de seulement 2,2% par rapport à une conservation parfaite. Est-ce que l'énergie cinétique est conservée? Non, elle n'est pas conservée. On a un écart par rapport à 100%, là, on est à 36,1% d'écart, 36,1% d'écart par rapport à une énergie qui serait conservée, donc définitivement pas. De quel type de collision il s'agit? Donc, comme on a perte d'énergie, ça fait partie des collisions inélastiques. Mais on peut être plus précis ici, puisque les 2 objets sont restés liés suite à la collision. En fait, il s'agit d'une collision parfaitement inélastique.